Para mi cumpleaños numéro 18, mi padre organizaron una gran fiesta. Pero no para mí. Mi hermano decidió que quería celebrar su 18 otra vez y le permitiront adunarse de todo. Me fui en medio de la fiesta y nunca miré hacia atrás. Un año después, no pudo soportar verlo le jour que había legado sin elo. Y su attaque de celos destrozo à la familia. Vous savez, ce sentiment quand vous faites techniquement partie d'une famille, mais que vous vous sentez toujours comme la pièce en trop d'un puzzle, celle qui ne s'emboîte jamais vraiment, peu importe à quel point vous essayez de la forcer. Ouais, c'est ma vie en un mot. Je m'appelle Caleb, et j'ai eu 19 ans le mois dernier. Mais cette histoire ne parle pas de mes 19 ans. Elle parle de mon 18e anniversaire, ou plus précisément, de la fête d'anniversaire qui était censée être la mienne, jusqu'à ce que mon grand frère décide qu'elle était à nouveau la sienne. Et mes parents, ils l'ont laissé faire. Laissez-moi revenir un peu en arrière. J'ai grandi dans un quartier de banlieue assez normal. Imaginez les dimanches barbecue, les samedis à tondre la pelouse, et les voisins curieux qui savaient tout avant vous. De l'extérieur, ma famille avait l'air parfaite. Mon père possède une petite entreprise de construction. Rien d'extravagant, mais assez pour que nous soyons à l'aise. Ma mère est conseillère d'orientation au lycée, prêchant toujours l'empathie et l'écoute, bien que, ironiquement, elle n'en fasse jamais vraiment preuve à la maison. Et puis il y a mon frère Jérémy, de 2 ans mon aîné, star de l'équipe de foot, l'enfant chéri de la famille, et, d'une manière ou d'une autre, le personnage principal de chaque histoire, même quand ce n'était pas la sienne. Depuis notre enfance, Jérémy a tout eu en premier, et même plus. Premier vélo, premier téléphone, première voiture. Cette partie est compréhensible, je suppose. Mais ce qui faisait mal, c'était que même quand c'était enfin censé être mon tour, il parvenait toujours à débarquer et à voler la vedette. Et mes parents laissaient faire. Non, pire. Ils l'encourageaient. Avant, ça ne me dérangeait pas. Je veux dire, j'étais le gamin silencieux. Je restais dans mon coin, j'avais des notes correctes, je ne causais jamais vraiment de problème. Je me disais que peut-être, si je restais à l'écart et que je faisais mon truc, ils me remarqueraient en temps voulu. Ils ne l'ont pas fait, du moins pas d'une manière qui comptait. Jérémy a été célébré pour avoir ramené un A en algèbre parce qu'il avait travaillé si dur. J'ai obtenu une bourse complète pour une université d'État et j'ai eu droit à un poli, c'est bien, chéri, avant que la conversation ne dérive sur la recherche d'emploi de Jérémy. Il ne cherchait même pas. Pourtant, je ne les ai jamais vraiment confrontés à ce sujet. Je me disais que ça n'en valait pas la peine. J'ai tout gardé pour moi, j'ai souri à travers tout ça, j'ai joué le rôle du bon fils compréhensif. Mais parfois, ce n'est pas un seul moment qui vous brise. C'est la lente accumulation de petites coupures, et mon 18e anniversaire. Ce fut la dernière entaille, celle qui a finalement tout fait saigner. Tout a commencé assez innocemment. Quelques mois avant mon anniversaire, maman m'a demandé si j'avais des idées sur la façon dont je voulais le célébrer. Rien de sophistiqué. J'ai dit que peut-être une fête dans le jardin, quelques amis, de la musique, un feu de camp, quelque chose de tranquille. Elle semblait en fait enthousiaste. Elle a dit que c'était une étape importante, qu'elle voulait que ce soit spécial. Je me souviens exactement de cette phrase, parce qu'elle l'a dite comme si ça signifiait quelque chose. J'ai commencé à l'aider à planifier. Nous avons fait des listes, qui inviter, quel type de nourriture commander, nous avons même parlé d'installer ces guirlandes lumineuses que nous ne sortions que pour le 4 juillet. C'était agréable, comme si, pour une fois, quelque chose me concernait. Je ne demandais pas une parade ou quoi que ce soit. Je voulais juste sentir que je comptais. Et puis, Jérémy est rentré pour les vacances de printemps. Il était censé être à l'université, mais il a abandonné après un semestre. Il a dit que ce n'était pas pour lui. Mes parents ont à peine scié. Ils ont dit qu'ils étaient fiers de lui d'avoir compris ce qu'il ne voulait pas. Comme si c'était une sorte d'accomplissement. Pendant ce temps, je remplissais des dossiers de bourse dans la même pièce et j'ai eu droit à un commentaire passif-agressif sur le fait de m'assurer que je ne me mettais pas trop de pression. Bref, Jérémy est revenu et, immédiatement, toute la maison a de nouveau tourné autour de lui. Il s'est affalé sur le canapé comme s'il n'était jamais parti, a pillé le frigo, laissé des serviettes sur le sol de la salle de bain, et soudain, c'était comme si je n'existais plus. Mon père s'est remis à raconter de vieilles histoires de Jérémy au dîner, comme la fois où il a marqué le but de la victoire en 3e.
Maman a préparé ses plats préférés 3 soirs de suite. Un soir, j'ai plaisanté en disant que je devrais peut-être abandonner aussi, juste pour avoir ce genre de traitement royal. Elle a ri comme si j'étais sarcastique. Je ne l'étais pas. Environ une semaine avant mon anniversaire, tout a basculé. Je suis rentré de l'école un jour et j'ai trouvé Jérémy et ma mère dans la cuisine, gloussant devant de vieux albums photos. Il a levé les yeux vers moi et a dit « Eh, tu te souviens de ma fête pour mes 18 ans ?» Mec, c'était dément. Je m'en souvenais. C'était dément. Ils avaient loué une petite salle, invité tout son groupe d'amis, il y avait même un DJ. Le budget de ma fête représentait peut-être un dixième de cela. Mais encore une fois, je n'ai rien dit. Puis, Jérémy a lâché la bombe, nonchalamment. Tu sais quoi? Ce serait marrant, a-t-il dit, si on le refaisait, comme un remake. Mes 18 ans sont passés si vite, je m'en souviens à peine. Faisons une fête, mais tranquille cette fois. Jardin, musique, feu de camp. J'ai un peu envie de revivre ça, mais plus lentement. Je me suis figé. Ma mère lui a souri comme s'il venait de résoudre la faim dans le monde. Ça, c'est vraiment une super idée. J'ai cligné des yeux. Attends, quoi? Elle m'a regardé, presque comme si elle avait oublié que j'étais dans la pièce. Oh, chérie, ne t'inquiète pas. On peut toujours combiner les fêtes. Ce sera amusant. Vous pourrez célébrer ensemble. Je ne fête pas mes 18 ans à nouveau, ai-je dit lentement. Je fête juste mes 18 ans. Jérémy a haussé les épaules. Ouais, mais on est tous les deux à des étapes importantes, non? La tienne arrive. La mienne, c'est comme un voyage dans le passé. Je veux dire, ce n'est pas grave. Une fête tranquille, pour nous deux. Quel est le mal? J'ai regardé ma mère, attendant qu'elle dise quelque chose. N'importe quoi. Qu'elle pose une limite. Qu'elle lui rappelle que c'était mon jour. Au lieu de ça, elle a hoché la tête, pensive. Vous pourriez même partager la liste des invités. Comme ça, tout le monde s'entend bien et c'est plus un événement familial. Je n'ai pas répondu. Je ne me faisais pas confiance pour le faire. Tout ce que j'entendais, c'était le sang qui battait dans mes oreilles. Cette fête spéciale que j'avais planifiée, disparue, détournée, absorbée par la tournée nostalgique de Jérémy. Au cours des jours suivants, ça n'a fait qu'empirer. Les décorations que j'avais aidé à choisir ont été remplacées par celles que Jérémy préférait. Mon groupe d'amis a été réduit parce que, nous ne pouvons pas inviter trop de monde, chérie, ça reste notre jardin. Un gâteau que je voulais a été rejeté au profit d'un parfum que Jérémy préférait. Il m'a même demandé si ça me dérangeait de passer certaines de ses anciennes playlists pour « l'ambiance ». Je commençais à me sentir comme un invité à ma propre célébration, comme un figurant dans le film de quelqu'un d'autre. Mon père n'a été d'aucune aide. Quand je lui ai dit que je me sentais mis de côté, il a répondu « Ce n'est qu'un jour, Caleb. N'en fais pas toute une histoire. Laisse ton frère s'amuser aussi. » Comme si je n'avais pas déjà été mis sur la touche pendant les 18 dernières années. Le jour de la fête est arrivé. Et laissez-moi vous dire, ce n'était pas la mienne. Dès la seconde où les gens sont arrivés, ils ont salué Jérémy en premier. Oh mec, Jérémy, de retour de la fac. T'as pas déjà eu 18 ans? C'est ta fête? Et il riait, leur tapait dans le dos, en disant, Nan, on célèbre nous deux aujourd'hui. Sauf que personne ne me regardait. Personne ne disait, joyeux anniversaire. Sauf si je le leur rappelais. Mon nom n'était même pas sur le gâteau. Et ce n'était que le début de la soirée. Ce qui s'est passé ensuite, ce qui m'a finalement fait craquer, était si ridicule, si humiliant. J'en ai encore des frissons en y pensant. Mais je garderai cette partie pour le prochain post. Disons simplement que j'ai quitté cette fête avant que les bougies ne soient allumées, et je ne suis pas revenu. Pas seulement à la fête, mais à eux. La musique était trop forte. Pas dans le genre, cette fête est géniale, mais dans ce genre de pulsation écrasante dans les sinus qui fait bégayer vos pensées. Je me tenais dans un coin de mon propre jardin, un gobelet en plastique de soda tiède à la main, prétendant être absorbé par une conversation à laquelle je ne prenais même pas part. Mes amis étaient dispersés dans le jardin, principalement regroupés dans un coin près de la clôture, probablement parce qu'ils se sentaient aussi déplacés que moi. Les amis de Jérémy, en revanche, avaient tout envahi, le brasero, la table de buffet, même la playlist.
Et chaque fois que j'essayais de me réinsérer dans la fête que j'avais aidé à organiser, c'était comme essayer de passer par une porte qui avait déjà été claquée. Je me souviens avoir regardé autour de moi et pensé, peut-être que je surréagis. Peut-être que j'ai juste besoin de me détendre et de laisser faire. Ce n'est qu'une nuit. C'est ce que papa a dit, non? Mais ensuite, j'ai vu la bannière. Elle était tendue au-dessus de la terrasse, accrochée avec des punaises de travers, comme si quelqu'un l'avait assemblée à la dernière minute. En grosses lettres audacieuses, on pouvait lire « Les 18 ans de Jérémy, encore ». Avec un émoji clin d'œil sur le côté. Ce stupide petit émoji clin d'œil, comme si tout cela n'était qu'une grosse blague. Ma mâchoire est littéralement tombée. Je ne l'avais même pas remarqué lors de l'installation, probablement parce que c'était une de ces surprises de dernière minute qu'ils avaient accrochées pendant que j'étais dans le garage à chercher plus de chaises. Aucune mention de moi. Pas même un « anniversaire commun » ou « le grand jour de Caleb ». Juste Jérémy, encore. Je me suis approché de ma mère, qui planait près du barbecue, donnant des instructions à mon oncle comme si elle organisait un mariage. « Où est la bannière que nous avons faite ?» ai-je demandé doucement. Elle a cligné des yeux. « Quelle bannière ?» ?»« Celle avec nos deux noms. Celle que nous avons imprimée la semaine dernière. Je t'ai aidé à la concevoir. » « Oh, » dit-elle, enlevant un duvet imaginaire de son chemisier. « Eh bien, Jérémy a dit que ça avait l'air un peu chargé et nous ne voulions pas embrouiller les gens, tu sais. Celle-ci est plus amusante. » Je l'ai dévisagée. « Alors, tu as juste jeté celle que nous avions prévue. » Elle a eu le culot de froncer les sourcils, comme si j'étais celui qui n'était pas raisonnable. « Chérie, n'en fais pas toute une histoire. Tout le monde sait que c'est aussi ton anniversaire. » Non. Non, il ne le savait pas. Personne ne m'avait adressé la parole, sauf si je l'avais fait en premier. Même les amis de Jérémy n'arrêtaient pas de me lancer des regards confus, comme si j'étais le gamin bizarre du voisin qui s'était accidentellement retrouvé à la mauvaise fête. Je me suis retourné et j'ai marché vers la clôture où mes amis étaient assis. Mon meilleur ami, Kyle, m'a adressé un sourire pincé alors que j'approchais. « Ça va, mec ?» a-t-il demandé. J'ai forcé un hochement de tête. Totalement, je vis le rêve. Nous savions tous les deux que je mentais, mais il n'a pas insisté. J'appréciais ça chez lui. Nous avons discuté un peu, essayant de prétendre que la nuit n'était pas un désastre complet, quand soudain, la voix de Jérémy a retenti de l'autre côté du jardin. « Yo, tout le monde, silence une seconde. » La musique s'est coupée et la foule s'est tue. Il était debout sur une des chaises de la terrasse, une boisson à la main, comme s'il s'apprêtait à prononcer un discours sur l'état de l'Union. « Je veux juste vous dire merci d'être venu ce soir », a-t-il souri. « Cette fête signifie beaucoup pour moi. 18 ans, c'est important. Ouais, je sais que je les ai déjà eus il y a quelques années, mais c'est symbolique, non ? » Il y eut quelques acclamations et des rires. Ma mère applaudissait. Mon père lui a fait un pouce en l'air. J'ai juste l'impression de ne pas avoir vraiment pu célébrer la première fois. Alors, je suis reconnaissant à ma famille de m'avoir aidé à rendre cette soirée spéciale. Merci, maman. Papa, vous êtes les meilleurs. Tout le monde a applaudi. J'ai attendu qu'il ajoute, et joyeux anniversaire à Caleb aussi. Ou, on célèbre mon frère ce soir. N'importe quoi. Mais non, il est descendu de la chaise, la musique a repris, et la foule l'a assailli de tapes dans le dos et de verres. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou comme un coup de soleil. Mes oreilles ont commencé à bourdonner, et je ne savais pas si c'était à cause des enceintes ou de ma tension artérielle. C'était ça. C'était le moment. Le moment où tout s'est éclairci. Il ne m'avait pas oublié. Il s'en fichait, tout simplement. Kyle s'est tourné vers moi. « Mec, quoi ?» J'ai secoué la tête lentement. « Nan, j'en ai fini. » Il s'est levé, inquiet. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire, je pars. Caleb, j'en ai fini de prétendre que c'est normal. Je ne reste pas ici juste pour être invisible. » Avant qu'il ne puisse m'arrêter, j'ai traversé le jardin, passant devant la foule, les lumières, le brasero et cette stupide bannière. Ma mère m'a vu et a levé une main, perplexe. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. « Dehors » ai-je dit. « Mais nous n'avons pas encore eu le gâteau. » Je me suis arrêté, je me suis retourné pour la regarder.
As-tu seulement pris un gâteau pour moi? Elle a hésité. Nous avons pris le préféré de Jérémy, mais c'est du chocolat. Tout le monde aime le chocolat. Je n'ai pas répondu. Je suis juste sorti par le portail. Derrière moi, j'entendais des murmures. Quelqu'un a demandé, c'était son frère? Une autre voix a répondu, je ne savais pas qu'il faisait partie de la fête. Exactement. Kyle m'a suivi jusqu'à la rue. Tu veux que je vienne avec toi? J'ai secoué la tête. Nan, reste. Tu pourrais même t'amuser. Il a hésité, puis a hoché la tête. T'es sûr? Ouais, ai-je dit, en essayant de respirer à travers la vague d'émotions. J'ai juste besoin de ne pas être ici. Je suis rentré à pied, en silence. Ce n'était pas loin, juste 20 minutes de marche, mais ça m'a semblé plus long. Chaque pas était plus lourd que le précédent, comme si je traînais des années de déception derrière moi. Je suis arrivé à la maison, j'ai déverrouillé la porte et je suis allé directement dans ma chambre. Je me suis assis sur le bord de mon lit, fixant le sol. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien jeté. Je suis juste resté assis. Parce que parfois, ce n'est pas la colère qui vous brise. C'est la prise de conscience silencieuse que rien ne changera, à moins que vous ne fassiez quelque chose. Je ne suis pas retourné à la fête. Je n'ai pas répondu à leurs textos plus tard dans la nuit. Mon téléphone a vibré 2 fois. Une fois de ma mère, une fois de Jérémy. Je ne les ai pas lus. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. J'ai enlevé toutes les photos de Jérémy de mon mur. Vieux voyage en famille, anniversaire, sa remise de diplôme. Je les ai mises dans une boîte et je les ai fourrées dans le placard. Puis je suis allé à la cuisine, je me suis préparé le petit déjeuner et j'ai laissé un mot sur le frigo qui disait simplement « Ne vous inquiétez pas ». Je n'ai pas oublié mon anniversaire. Ils ne m'ont rien dit pendant 2 jours. Le 3e jour, maman m'a coincé dans le couloir. « Vas-tu continuer à te comporter comme ça ?» Je l'ai regardé, genre, quoi? Comme si on t'avait fait quelque chose. On voulait juste que Jérémy passe une bonne soirée, lui aussi. Je ne savais même pas quoi répondre à ça, lui aussi. Comme si j'avais jamais eu une bonne soirée à moi. Je suis ton fils, aussi, ai-je finalement dit. Son visage s'est fermé. Tu fais du cinéma. Je suis passé devant elle sans un autre mot. Cette semaine-là, j'ai commencé à faire des plans. Des plans sérieux. L'université approchait et j'avais déjà cette bourse. J'ai commencé à chercher des logements. Même si mes parents disaient que je pouvais vivre à la maison, je ne voulais pas. Je ne voulais rien leur devoir. Quand j'ai finalement déménagé 3 mois plus tard, mon père m'a aidé à charger mes cartons dans la voiture. Nous avons à peine parlé. Jérémy n'est même pas venu. Maman m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir. Appelle-nous si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? J'ai hoché la tête, mais je ne le pensais pas. L'université, c'était la liberté. Pour la première fois de ma vie, je ne marchais pas sur des œufs. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai trouvé des professeurs qui voyaient vraiment mon potentiel, j'ai rejoint un club de cinéma. J'ai même écrit une nouvelle sur un anniversaire oublié. Elle a remporté la 2e place à un concours du campus. Je ne parlais pas beaucoup à ma famille. Ils ne demandaient pas et je ne proposais pas. Et puis, presque 1 an jour pour jour après cette fête, j'ai reçu un message. C'était de Jérémy. 3 mots. Tu te crois meilleur? Au début, je n'ai même pas répondu. Mais d'autres sont arrivés. Des dizaines, des paragraphes, des accusations, des plaintes, la jalousie suintant de chaque ligne. Il avait vu un post où quelqu'un m'avait identifié, quelque chose à propos d'un stage que j'avais décroché à New York pour l'été. C'était une grosse opportunité. J'en étais fier. Et apparemment, la moitié de mon cercle universitaire aussi, car ils l'ont partagé comme une traînée de poudre. Et Jérémy, il ne pouvait pas le supporter. Sa crise de colère n'était pas seulement numérique. En quelques jours, elle a débordé dans la vie réelle. Appel furieux à ma mère, diatribe passive-agressive sur Facebook, pique mesquine lors de dîners de famille auxquels je n'assistais pas. Ils ne supportaient pas que j'ai construit quelque chose sans eux, sans lui. Mais le pire, la partie qui a tout fait basculer, est venue sous la forme d'une capture d'écran d'une conversation de groupe familial que Kyle m'a envoyée un soir. Jérémy, en pleine crise,
avait envoyé un message qui disait « Je me fiche qu'il réussisse ». C'est toujours un petit morveux égoïste qui a gâché ma fête et fait pleurer maman. Il se croit meilleur que nous parce qu'il a déménagé. On verra combien de temps il tient sans l'argent de papa. Et ce que mon père a répondu, ne t'inquiète pas, il reviendra en rampant quand la vraie vie le frappera. C'était ça. C'était la trahison que je n'avais pas vue venir. Parce que pendant tout ce temps, je pensais que peut-être, juste peut-être, mon père avait été le silencieux, le neutre, celui qui ne prenait pas parti, qui voulait juste la paix. Mais non, il ne m'avait jamais soutenu non plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'en avais fini de jouer gentiment. J'avais gardé mes distances. J'avais fait profil bas. Mais maintenant il était temps qu'il voie exactement ce que le fils oublié pouvait faire. Il y a un silence étrange qui suit la trahison. Pas le genre de silence que l'on ressent quand quelqu'un vous gifle, mais celui qui s'installe quand une personne en qui vous aviez confiance vous laisse tomber d'une manière que vous n'attendiez pas. J'ai toujours su que Jérémy me détestait d'une certaine manière. Ce n'était pas nouveau. Mais voir mon père, mon propre père, être essentiellement d'accord avec lui, ça a frappé plus fort que tout le reste. Pas parce que j'avais besoin de son argent. Je n'en avais pas besoin. Je me débrouillais déjà tout seul. Mais parce qu'au fond de moi, une petite partie de moi croyait encore qu'il pourrait changer d'avis. Que peut-être, une fois que je serais parti et que je leur aurais montré que j'étais sérieux, quelqu'un dans cette maison dirait enfin, nous avions tort. Cette illusion s'est brisée avec ce message. Il reviendra en rampant quand la vraie vie le frappera. Ce sont les mots qui ont tourné en boucle dans ma tête cette nuit-là. J'étais dans ma chambre d'étudiant, assis sur le bord de mon lit simple. L'écran du téléphone me brûlait la rétine, le cœur quelque part entre la rage et la résignation. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé de mur. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté là, très immobile, alors que le poids de cette phrase s'enfonçait en moi. Revenir en rampant, comme si je m'étais déjà appuyé sur eux. Comme si je n'avais pas passé des années à être ignoré, rejeté, mis de côté pour l'enfant chéri à l'auréole ternie. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne fuyais plus loin d'eux. Je courais vers autre chose, quelque chose de mieux, quelque chose qui ne nécessitait pas leur approbation. Mais avant de pouvoir grimper, je devais d'abord tomber. Et croyez-moi, je suis tombé. Mon deuxième semestre m'a frappé comme un mur de briques. L'excitation de la liberté s'est vite estompée, et la pression de faire mes preuves s'est installée durement. Entre les cours, mon job à temps partiel dans un café étudiant, et les candidatures de stage que je n'arrêtais pas d'envoyer dans le vide, je dormais à peine. Il y avait des nuits où je m'endormais sur mon ordinateur portable, me réveillant avec des marques de clavier sur la joue, et une dissertation à moitié finie clignotant à l'écran. L'argent était rare. Ma bourse couvrait les frais de scolarité et le logement. Mais la nourriture, les livres, les vêtements, tout ça, c'était à ma charge. Je me souviens d'une semaine où j'ai vécu de flocons d'avoine et de beurre de cacahuète parce que j'avais mal calculé mon budget après avoir acheté un manuel qui coûtait plus cher que ma veste d'hiver. Je ne l'ai dit à personne, pas même à Kyle. J'ai juste serré les dents, jour après jour. Je me disais, c'est temporaire. Ils pensent que tu vas échouer. Prouve-leur le contraire. Je prenais le service du matin au café tous les vendredis et dimanches, ce qui signifiait me réveiller à 5h30, marcher dans la neige fondue glaciale juste pour servir du café brûlé à des étudiants en gueule de bois. Certains matins, je me demandais si ça en valait la peine, si je devais juste abandonner et prendre le chemin le plus facile. Rentrer à la maison, les laisser me pardonner, prétendre que rien ne s'était jamais passé. Mais ensuite, je me souvenais de la fête, de cette bannière, de ce gâteau, de ce message de mon père, et je m'accrochais plus fort. Toucher le fond n'a pas été un moment unique pour moi. C'était une saison lente et difficile, une série de jours qui se confondaient. Chacun un peu plus lourd que le précédent. Mais même dans cette obscurité, de petites étincelles ont commencé à apparaître. J'ai officiellement rejoint le club de cinéma en février. J'étais allé à quelques réunions à l'automne, mais maintenant, je m'engageais. J'ai commencé à écrire de courts scénarios, à aider d'autres étudiants sur leurs projets, à apprendre à utiliser le matériel de caméra du club. Pour la première fois de ma vie, j'étais entouré de gens qui ne me comparaient à personne d'autre, qui me voyaient comme Caleb, pas comme le frère de Jérémy. C'était déconcertant d'être entendu, qu'on me demande mon avis, d'être respecté. Un week-end,
une étudiante en dernière année nommée Maya m'a demandé si je voulais l'aider à tourner un court-métrage pour un concours étudiant. Elle a dit qu'elle aimait la façon dont j'avais monté un segment de documentaire pour la chaîne YouTube du club. C'est subtil, m'a-t-elle dit. Tu sais comment raconter une histoire sans crier. Je ne savais même pas quoi répondre à ça. Nous avons passé 2 semaines à filmer son projet. De longues nuits, à peine de sommeil, beaucoup de mauvais café de la cafétéria, mais c'était amusant. Je me sentais utile. Je me sentais bien. Quand le film a remporté la 3e place, elle m'a tendu le certificat comme s'il était aussi à moi. Tu as sauvé ce truc, a-t-elle dit. Sérieusement, tu as un don. Ces mots sont restés en moi plus que n'importe quelle carte d'anniversaire que j'avais jamais reçue. À peu près à la même époque, mon professeur de scénario m'a pris à part après le cours. Vous avez quelque chose, a-t-il dit. Vous voyez les couches émotionnelles, même dans les petits moments. C'est rare. Il m'a proposé d'être mon mentor, de m'aider à peaufiner un scénario et à le soumettre à une bourse d'écriture pour étudiants de premier cycle. C'était compétitif. Seulement 3 personnes étaient acceptées chaque année. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais j'ai postulé quand même. En attendant, j'ai pris un service supplémentaire au café. J'ai commencé à donner des cours particuliers de composition anglaise aux enfants au centre étudiant. J'ai aidé Maya sur un autre projet de film. J'ai rempli chaque heure libre avec quelque chose qui me faisait avancer, centimètre par centimètre. Je n'ai rien posté à ce sujet. Ni sur Instagram, ni sur Twitter. Je n'essayais pas de me vanter ou de frimer. Je n'étais pas encore intéressé à prouver quoi que ce soit. Je voulais juste construire quelque chose de solide, de réel, selon mes propres termes. C'est pourquoi ce fut un tel choc quand l'annonce de mon stage a explosé. Vous voyez, le campus avait ce panneau d'affichage numérique où les étudiants pouvaient partager leur réussite. J'ai posté à propos d'un stage d'été que j'avais décroché dans un studio de production de taille moyenne à Manhattan. Pas un grand nom, mais respecté dans les cercles du cinéma indépendant. Je ne pensais pas que quiconque en dehors de mon département le remarquerait, mais Maya l'a reposté. Puis le compte du club de cinéma l'a fait. Puis un de mes anciens amis du lycée l'a partagé sur Facebook avec une légende du genre « Regardez qui fait des étincelles ». Et comme ça s'est propagé. C'est là que Jérémy l'a vu. Je ne lui avais pas parlé depuis presque 1 an. Pas de texto. Je n'avais répondu à rien de ce qu'il avait envoyé. Mais ce post l'a déclenché, comme si j'avais commis une sorte de crime en réussissant sans sa permission. Il m'a envoyé une tempête de textos, en colère, amer, peu sur 2. Il m'a accusé d'essayer de le faire passer pour un mauvais, d'être faux, de monter la famille contre lui en ignorant tout le monde. Il a dit que j'étais un frimeur, que je n'avais obtenu le stage que parce qu'ils avaient besoin de diversité. Je suis métisse, à moitié philippin du côté de ma mère. Non pas qu'il ait jamais reconnu cette partie de moi en grandissant. Mais le message le plus révélateur, celui qui m'a montré exactement où il en était, « Tu as toujours été jaloux de moi. Admets-le. » J'ai fixé cette ligne pendant un long moment. Jaloux? Il pensait vraiment que j'avais passé ma vie à l'envier. Le gars qui a atteint son apogée au lycée, qui a abandonné l'université après un semestre, qui ne pouvait pas supporter de ne pas être le centre de l'attention pendant une seule soirée. Ça aurait été drôle si ce n'était pas si triste. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé la capture d'écran, parce que cette crise de colère n'était pas seulement à propos de moi. C'était à propos de lui, réalisant qu'il n'avait plus de miroir pour se refléter. J'étais sorti de l'arrière-plan, et maintenant il était forcé de voir ses propres fissures. Les retombées de sa crise se sont propagées rapidement. Il a couru vers mes parents. A prétendu que je lui frottais mon succès au visage. A dit que je brisais la famille en refusant de rentrer pour les vacances. Il a même posté un statut Facebook qui m'accusait vaguement de manipuler les gens pour la notoriété, ce qui, encore une fois, aurait été risible si ce n'était pas si triste. Mais voilà le truc quand on grandit dans l'ombre de quelqu'un. Une fois que vous en sortez, ils ne peuvent plus la projeter. J'ai continué. J'ai terminé le semestre avec une moyenne de 3,8. Mon scénario a été accepté pour la bourse. J'ai passé l'été à New York, à travailler de longues heures pour un salaire bas mais une grande expérience. J'ai rencontré des gens qui me prenaient au sérieux. J'ai travaillé. J'ai appris. J'ai regardé comment fonctionnaient les vraies productions.
Et chaque fois que je prenais le métro ou que je m'asseyais à mon minuscule bureau de sous-location, je me rappelais que j'avais mérité ça. Chaque seconde. À la maison, Jérémy a sombré. Je ne l'ai pas vu directement, mais Kyle m'a tenu au courant. Jérémy était de retour chez mes parents, sans emploi, amer, déclenchant constamment des disputes. Il a même essayé de reprendre des cours dans un community college, mais a abandonné après un mois, accusant des professeurs incompétents pour ses mauvaises notes. Il criait sur ma mère, se plaignait qu'elle m'avait laissé tout faire. Même si je ne leur avais pas demandé un seul centime depuis mon départ. Mes parents ont commencé à appeler plus fréquemment, pas pour s'excuser. Non, ils étaient encore trop fiers pour ça, mais avec de petites tentatives de culpabilisation déguisées en inquiétude. Tu nous manques, disait maman. Jérémy passe un moment difficile. Papa a un jour texté, je sais que les choses ont été compliquées, mais tu fais toujours partie de cette famille. Mais je ne tombais pas dans le panneau. Pas encore. Ils n'avaient pas reconnu ce qu'ils avaient fait. Ils n'avaient pas assumé le favoritisme, le mépris, les années de silence. Ils voulaient juste que les choses redeviennent normales, sans avoir mérité le droit de le demander. Et je n'avais aucune intention de revenir en arrière. Pas avant d'être prêt. Et quand je l'ai finalement été, disons simplement que je me suis assuré que mon retour ne soit pas silencieux. Il y a une citation que j'ai entendue une fois, la meilleure vengeance est de bien vivre. Ça sonne sage, élégant, comme quelque chose que l'on trouverait brodé sur un coussin dans le bureau de votre thérapeute. Mais la vérité, c'est que cette citation a été écrite par quelqu'un qui n'a jamais été humilié par sa propre famille le jour de ses 18 ans. Quelqu'un qui n'a jamais eu à prétendre qu'il allait bien, pendant que les gens qui étaient censés l'aimer oubliaient même qu'il existait. Bien vivre était un début, bien sûr, mais pour moi, ce n'était pas assez. Je ne voulais pas seulement échapper à l'ombre de ma famille. Je voulais allumer les lumières et montrer à tout le monde exactement qui se tenait dans le noir depuis tout ce temps. Je voulais qu'ils me voient, non pas comme le silencieux, non pas comme le frère de Jérémy, pas même comme celui qui a déménagé, mais comme l'homme qui a tout construit sans leur aide et qui se tenait toujours plus grand qu'aucun d'eux ne l'avait jamais imaginé. Mais d'abord, j'avais besoin de patience, de planification, de précision. La vengeance n'est pas une question de rage. Il ne s'agit pas de crier, de se battre ou de poster des paragraphes en colère en ligne. C'est ce que Jérémy faisait. Et regardez où ça l'a mené. Fauché, amer, et mariné dans sa propre apitoiement chez mes parents. Non, ma vengeance devait être silencieuse. Je voulais qu'il l'invite. Je voulais qu'ils la regardent se dérouler et réalisent trop tard qu'ils avaient orchestré leur propre perte. Tout a commencé par un message de Maya. C'était quelques semaines après la fin de mon stage d'été. J'étais de retour à l'école, me préparant pour ma 3e année, quand elle m'a envoyé un texto. Tu te souviens d'Alex du festival de films ? Il lance quelque chose. Il veut te parler. Alex était un producteur que j'avais rencontré grâce au court-métrage de Maya l'année précédente. Plus âgé, vif, un de ces gars qui se souvient des noms et vous serre la main comme si vous étiez déjà important. Je ne m'attendais pas à avoir de ses nouvelles. Nous avons organisé un appel vidéo. Il a été direct. Je construis une nouvelle branche de production numérique, a-t-il dit. Documentaire court, mini-film de marque, contenu axé sur les réseaux sociaux. Des jeunes talents, un regard neuf. Je veux que tu sois l'un des scénaristes. J'ai cligné des yeux. Attends, Jean, payé ? Il a ri. Pas beaucoup, mais assez. Et c'est à distance. Tu peux le faire tout en finissant tes études. Tu serais le plus jeune de l'équipe. Intéressé ? Je n'ai même pas eu besoin de réfléchir. Oui, à 100%. Le travail n'était pas glamour au début. Écrire des scénarios de voix off, rédiger des ébauches pour des histoires humaines de 5 minutes, vérifier les transcriptions d'interviews, mais c'était réel. C'était l'industrie, et je me faisais des contacts. Je continuais à travailler au café le week-end, mais le boulot numérique me donnait de la flexibilité et, plus important encore, de la crédibilité. C'était la première phase. La deuxième phase est arrivée quand l'un des réalisateurs du cercle du studio, un gars nommé Rafi, a apprécié l'un de mes courts scénarios. C'était une pièce calme et introspective sur un étudiant universitaire, éloigné de sa famille, essayant de se construire une vie seule. Je ne lui avais pas dit que c'était essentiellement mon autobiographie. Il a dit, ça a du mordant. Tu as pensé à le réaliser.
Je ne l'avais pas fait, pas sérieusement, mais l'idée s'est logée dans mon cerveau comme une allumette attendant d'être craquée. Alors, j'ai commencé à planifier. J'ai passé des semaines à réécrire le scénario, à resserrer les dialogues, à affiner les tournants émotionnels. Je l'ai envoyé à Maya, qui m'a donné des retours honnêtes et brutaux et m'a aidé à le polir pour en faire quelque chose dont j'étais réellement fier. Puis je l'ai soumis au fonds cinématographique du campus. Ils m'ont accordé une subvention de 3000 $. Pas grand-chose en termes de cinéma, mais assez pour commencer. Nous avons commencé à tourner cet automne. C'était modeste, moi, Maya, 2 acteurs du département de théâtre, et une caméra empruntée au club. Nous avons utilisé les bâtiments du campus, les dortoirs, et même un dîner délabré sur Main Street comme lieu de tournage. Je l'ai appelé « Second Fils ». Je n'ai dit à personne de quoi il s'agissait vraiment, mais j'ai tout mis dans ce film. Chaque ressentiment tacite, chaque humiliation silencieuse, chaque moment où j'avais été ignoré, minimisé, mis de côté, tout était là. Dans le scénario, dans les performances, dans l'éclairage froid et la douce musique de piano que j'ai passé 2 nuits à composer sur GarageBand. La dernière scène était juste un gros plan du personnage principal, assis à sa propre fête d'anniversaire, entouré de bruit et de gens, complètement seul. La caméra reculait lentement jusqu'à ce que sa silhouette soit petite, oubliée au bord du cadre. Quand j'ai regardé le montage final, j'ai pleuré. Pas parce que j'étais triste, mais parce que j'avais enfin l'impression que quelqu'un me voyait. Même si ce quelqu'un, c'était moi. Nous avons soumis le court-métrage à un festival régional de films étudiants. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Il y avait de plus grosses productions, des histoires plus tape à accent grave-l'œil, des films avec de vrais budgets et de vraies équipes. Mais, Second Fils a atteint la finale, et puis il a gagné. Meilleur court-métrage, meilleur scénario original. Un professeur d'une autre université est venu me voir après, m'a serré la main et a dit, cette dernière scène, je n'ai pas ressenti quelque chose comme ça depuis des années. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir intéressantes. Vous voyez, l'un des juges de ce panel était une ancienne élève de mon lycée. Une femme nommée Leia, qui travaillait maintenant dans le conseil en médias. Elle s'est souvenue de mon nom, non pas à cause de Jérémy, mais parce que j'avais été silencieux et poli dans son cours de journalisme en terminale. Elle m'a contacté après le festival et a dit, ça peut paraître étrange, mais je connais tes parents. Mon estomac s'est noué. Elle a continué, ils vivent toujours à Westwood, n'est-ce pas? Des gens sympas. Ton frère aussi. Je n'ai rien dit. Elle a souri gentiment. Eh bien, si jamais tu veux de l'aide pour obtenir un peu de presse pour le film, des petits journaux locaux, peut-être un article en ligne, je connais quelques personnes. Je l'ai remercié poliment. Puis je suis rentré chez moi et j'ai commencé à réfléchir. Presse, article local, un coup de projecteur à la maison. C'était la 3e phase. Je ne voulais pas la gloire. Je ne voulais pas être une coqueluche des réseaux sociaux, ou une coqueluche du cinéma indépendant, ou n'importe quelle sorte de coqueluche. Je voulais juste une chose. Je voulais que l'histoire dont ils avaient essayé de m'effacer, fasse une boucle et atterrisse directement sur leur paillasson. Alors, j'ai envoyé une copie de « Second Fils » à un petit blog d'art local qui couvre les créateurs du coin. Le rédacteur, un gars nommé Dave, a adoré, a dit que c'était un portrait obsédant et émotionnellement honnête du silence générationnel. Il a publié un article dessus la semaine suivante. Ce n'est pas devenu viral ou quoi que ce soit, mais il a été repris par le groupe Facebook de la ville locale, le même groupe sur lequel ma mère vivait pratiquement. Et soudain, tout le monde à Westwood en parlait. Des parents taguaient d'autres parents. Des professeurs à qui je n'avais pas parlé depuis des années laissaient des commentaires comme « J'ai toujours su que Caleb irait loin ». Certains des parents avec qui Jérémy était copain pendant ses jours de foot l'ont partagé avec des légendes comme « Une œuvre si puissante ». Et de l'un des nôtres. Même la conseillère d'orientation du lycée, qui avait travaillé aux côtés de ma mère, a partagé l'article en écrivant « Un court-métrage incroyable par un ancien élève ». Regardez jusqu'à la fin. Ça frappe fort. Je n'ai pas contacté mes parents. Je n'en ai pas eu besoin, car ils m'ont contacté. Le premier message venait de ma mère. J'ai vu l'article. Tu as fait un film. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Puis un autre. Les gens disent que c'est basé sur ta vie. Est-ce vrai? Et puis le coup de grâce. J'ai l'impression que tu nous dépeins comme des méchants. Ce n'est pas juste. Je n'ai pas répondu.
Elle a appelé. J'ai laissé sonner. Mon père m'a envoyé un message ensuite. C'est un coup bas. Quels que soient tes problèmes, les étaler en public n'est pas la solution. Jérémy n'a rien dit directement, mais quelqu'un m'a dit qu'il avait posté une story sur Instagram qui disait « Certaines personnes construisent des carrières sur des mensonges. » Félicitations, je suppose. J'ai ri aux éclats quand j'ai vu ça. Ils se tortillaient, et je ne leur avais même rien fait. J'avais juste dit la vérité, encadré dans la fiction, enveloppé de cinématographie et d'accords de piano doux. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais le pouvoir. Ils avaient passé des années à contrôler le récit. Jérémy le Golden Boy, Caleb l'ombre silencieuse, le second fils. Mais maintenant toute la ville me regardait. Et la dernière pièce du puzzle est arrivée lorsque mon université a annoncé son gala exposition annuelle des anciens élèves, organisé dans ma ville natale. Le chef de département m'a contacté, a dit qu'il projetait des œuvres d'étudiants sélectionnées dans le cadre de l'événement. M'a demandé si je voudrais présenter personnellement, second fils, avant la projection. L'événement se tenait au Westwood Community Theatre, à 3 pâtés de maison de la maison de mon enfance. J'ai dit oui. Et puis j'ai réservé 2 billets supplémentaires. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que vous n'avez pas besoin de gâcher la fête de quelqu'un d'autre quand vous pouvez en organiser une meilleure vous-même, et leur envoyer une invitation. Il y a une sorte de silence spécifique qui n'existe que dans les théâtres. Il est différent du silence d'une bibliothèque ou d'une église. Il est plus lourd. Il bourdonne. C'est la respiration collective retenue de 100 personnes, toutes concentrées sur la même image, la même histoire. Et cette nuit-là, la nuit où mon court-métrage, Second Fils, a été présenté en première dans ma ville natale, je me tenais au fond du Westwood Community Theatre, regardant une salle entière sombrer dans ce silence. Des rangées de sièges en velours rouge s'étendaient devant moi, remplies d'étrangers, de voisins, de professeurs et d'étudiants. Mais au 5e rang, un peu à gauche du centre, se trouvaient 3 silhouettes très familières. Ma mère, raide dans son blazer d'église. Mon père, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Et Jérémy, avachi si loin dans son siège qu'il semblait essayer de disparaître dans le rembourrage. Je ne leur avais pas parlé depuis presque 2 ans. Pas d'appel, pas de visite. Les derniers mots échangés entre nous avaient été des accusations, des dérobades, du silence. Et pourtant, ils étaient là. Ils avaient répondu à l'invitation. Je savais qu'ils le feraient. L'université avait présenté l'événement comme une célébration des talents locaux. Ils avaient mis mon nom dans les dépliants. Ils avaient partagé l'événement en ligne, dès que ma mère l'a vu posté par la présidente de l'association des parents d'élèves, qui avait ajouté une légende disant « Hâte de voir ce que Caleb a fait ». Ça a l'air puissant, je savais qu'elle ne pourrait pas résister. Pas parce que je lui manquais, mais parce qu'elle détestait ne pas savoir ce que les gens chuchotaient. Alors, elle les a traînés là. Probablement en convainquant mon père que c'était une démonstration de soutien et en soudoyant Jérémy avec la promesse d'être vu en public. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Il venait enfin à mon événement, non pas pour le détourner, non pas pour réécrire l'histoire, mais pour s'asseoir dans le noir et regarder la vérité se dérouler, une image à la fois. Les lumières se sont éteintes, l'écran s'est allumé, et puis ma voix a rempli la pièce. J'avais enregistré l'introduction moi-même, un court message au public avant le début du film. Mon visage est apparu à l'écran, plus âgé maintenant, plus calme, plus vif qu'il ne s'en souvenait probablement. Bonjour, je suis Caleb Rennes, ai-je dit. J'ai écrit et réalisé le Second Fils comme un moyen de traiter le silence. Le genre qui s'accumule au fil des ans jusqu'à ce que vous commenciez à croire que votre voix n'a pas d'importance. Cette histoire n'est pas seulement à propos de moi. Elle s'adresse à tous ceux qui ont déjà été amenés à se sentir invisibles dans leur propre famille. J'espère qu'elle vous rappellera d'écouter plus attentivement, surtout les personnes que vous pensez déjà comprendre. Et puis ça a commencé. Le film s'ouvrait sur un plan calme d'une fête d'anniversaire en plein essor. Des rires, de la musique, des verres qui tintent, mais la caméra s'attardait sur une personne, le protagoniste. Assis au bord de la table de la terrasse, à moitié dans le cadre, oublié. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, les parallèles étaient indéniables. Des scènes de favoritisme, des récits réécrits, de la négligence émotionnelle. Des moments où le protagoniste essayait de parler, pour être balayé par des phrases comme « Ne sois pas si sensible » ou « Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureux pour ton frère ?» Et puis est venue la scène de l'anniversaire,
le coup de grâce final. La caméra a balayé la foule chantant pour la mauvaise personne, les bougies soufflées par quelqu'un d'autre, le protagoniste debout en arrière-plan avec un cupcake à la main, seul. Il y a eu des halètements. Quelques personnes se sont agitées sur leur siège. J'ai jeté un coup d'œil vers le 5e rang. Jérémy regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. Mon père était impassible. Ma mère avait la main pressée sur ses lèvres, les yeux rivés sur l'écran comme si elle ne pouvait pas détourner le regard, ou peut-être comme si elle voyait enfin. Quand le générique a défilé, le silence est resté, plus lourd maintenant, plus épais. Puis les applaudissements. Lents au début, puis réguliers. Je me suis avancé du fond de la salle vers le petit podium près de l'écran. Merci à tous d'être venus, ai-je dit. Ma voix était stable, calme, sans venin, sans théâtralité. Cette histoire a été difficile à raconter. Non pas parce que je ne savais pas ce qui s'était passé, mais parce que pendant longtemps, j'ai pensé que peut-être ça n'avait pas d'importance. Je pensais que peut-être la version des événements que je me rappelais n'était pas assez importante pour être dite à voix haute. J'ai regardé directement le 5e rang. Mais le silence a un coût, et parfois les personnes les plus silencieuses portent les vérités les plus bruyantes. Alors ce soir, je voulais honorer ces vérités. Personne n'a applaudi tout de suite. Pas avant que je ne m'éloigne du micro. Mais alors que je descendais l'allée, des dizaines de personnes m'ont tendu la main, m'ont serré la main, m'ont tapé sur l'épaule, ont dit des choses comme « ça m'a touché » ou « je me suis reconnu là-dedans » ou simplement « merci ». Je ne me suis pas retourné pour voir si mes parents ou Jérémy étaient restés. Je n'en avais pas besoin, car à l'extérieur du théâtre, alors que je me tenais sous l'auvent, profitant de l'air frais de la nuit, j'ai entendu mon nom. Caleb. C'était ma mère. Elle s'est approchée de moi, seule. Mon père et Jérémy n'étaient nulle part en vue. Son visage semblait pâle sous la lumière du lampadaire. Pas de gêne, mais de quelque chose de plus lourd. De la culpabilité peut-être, ou la prise de conscience que le fils qu'elle avait ignoré était devenu un homme qu'elle ne reconnaissait pas, c'était beaucoup, a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. Elle a baissé les yeux sur ses mains, puis les a relevés. Tu aurais pu nous parler. J'ai haussé un sourcil. J'ai essayé. Vous n'écoutiez tout simplement pas, elle a grimacé, mais elle n'a pas nié. C'est vraiment comme ça que tu te souviens des choses? Oui, ai-je dit, avec la certitude tranchante et inébranlable de quelqu'un qui avait attendu des années qu'on lui pose cette question. Elle a dégluti. Je ne savais pas que ça te faisait si mal. Parce que tu n'as jamais regardé, ai-je répondu. Parce que tu étais trop occupé à t'assurer que Jérémy ait la vie parfaite, même si cela signifiait me laisser disparaître. Elle s'est rapprochée. Tu n'es pas invisible, Caleb. Nous t'aimons. J'ai souri, un sourire petit et triste. Peut-être, mais l'amour sans effort n'est que de la décoration. Elle n'a rien dit après ça. Elle est juste restée là, la bouche entr'ouverte comme si elle voulait en dire plus. Mais il n'y avait plus rien à donner, aucune excuse qui pourrait réparer ça, aucune solution rapide qui pourrait effacer les années de négligence. Alors je me suis retourné et je suis parti. Alors que j'atteignais le coin de la rue, j'ai vu Jérémy debout près de ma voiture. Il a levé les yeux quand je me suis approché, les bras croisés, le même air renfrogné et défensif qu'il portait toujours quand il sentait le sol se dérober sous ses pieds. « T'es content maintenant ?» a-t-il demandé. « Tu nous as fait passer pour des monstres. » Je n'ai pas eu besoin de le faire, ai-je dit. Vous l'avez fait vous-même. Il a secoué la tête, narquois. Tout ça juste pour prouver que tu es meilleur que moi. J'ai ri, sincèrement. Non, Jérémy. Tout ça, juste pour prouver que j'étais là. Et je l'ai laissé là, abasourdi sous la lueur de l'enseigne du théâtre qui portait encore mon nom. Dans les semaines qui ont suivi, le film a été repris par une plateforme de streaming en ligne pour les œuvres étudiantes. J'ai commencé à recevoir des messages de gens de tout le pays, des étudiants, des professeurs, même des thérapeutes, tous disant la même chose, cette histoire comptait. Pendant ce temps, à Westwood, les retombées ont été silencieuses mais profondes. Ma mère a pris un congé de l'école. Le bureau d'orientation a été restructuré. Les mères de l'association de parents d'élèves chuchotaient. Les anciens amis prenaient moins de nouvelles. Jérémy a déménagé de chez mes parents 6 mois plus tard après ce que Kyle m'a dit plus tard être une énorme dispute où il les a accusés d'avoir ruiné sa réputation. Il a enchaîné les petits boulots, a essayé une chaîne YouTube, a échoué,
et a finalement cessé de poster complètement. Et mon père, il n'a jamais pris contact. Pas une seule fois. Cela m'en a dit plus que n'importe quelle excuse n'aurait jamais pu le faire. Mais moi, j'ai continué. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai été embauché à plein temps par le même studio de production qui m'avait donné ma chance. J'ai emménagé dans un petit appartement au plancher qui craque et avec une vue sur la ligne d'horizon qui valait chaque nuit blanche. J'ai continué à écrire, à filmer, à raconter des histoires pour les gens qu'on avait fait se sentir petits. Et chaque année, le jour de mon anniversaire, j'allume une bougie. Non pas parce que j'ai besoin d'un vœu, mais parce que parfois, la plus petite flamme suffit à réduire en cendres tout un faux récit. Ils ont construit leur histoire autour de Jérémie, mais j'ai écrit la fin. Et celle-ci est la mienne.